Bonjour à tous, bienvenue à ce petit quickie. Donc je vais parler de JVM et de conteneurs. Donc j'ai eu l'idée de faire ce talk en fait suite à une conteneurisation d'applications Java que j'ai fait. En fait ça s'est bien passé. Et puis quand j'ai voulu en mettre 20 sur le même serveur, puis 40, ça s'est mal passé. Donc moi je m'appelle Johan, je travaille chez Zenica. Donc je suis consultant et formateur chez Zenica, et donc si vous êtes intéressé par notre boîte, vous pouvez venir nous voir sur le stand rouge. Là je vous ai mis un petit peu un rappel des différentes dates de sortie de Java. Donc on remarque que la JVM a quand même 22 ans maintenant. En fait les conteneurs c'est encore un peu plus vieux parce que ça remonte à 79 en fait, la première type de conteneurisation. En fait, c'était Chroot, donc sur Unix V7. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la conteneurisation telle qu'on l'utilise aujourd'hui, donc elle est apparue à partir de LXC et surtout Docker qui a popularisé la conteneurisation. C'est arrivé en même temps que JDK7 et JDK8. Donc, ce qui fait que en fait, le monde de la conteneurisation, vous avez pu constater que c'était extrêmement dynamique, et le monde du Java, c'est un peu moins dynamique. Donc en fait, ils ont eu un peu de mal à intégrer les différentes features de conteneurisation. Petite question là, qui a sa prod en Java 8 à peu près? Ok. Java 9? Ok. Java 10? Ok. Donc Java 10 est sorti la semaine dernière. Et j'en reparlerai tout à l'heure, parce que c'est une version qui est assez importante. Je vais faire quelques rappels très rapides sur la JVM. Donc là, je vous ai remis le modèle mémoire de la JVM avec en gros deux principales zones, la heap et la non-heap. Donc la non-heap, en fait, on va stocker la stack, on va avoir les allocations de mémoire directe, par exemple avec byte buffer. Et la heap, donc c'est l'Eden, donc c'est là où vont les objets quand vous les créez avec un new. Et puis ensuite, il y a les survivors. Donc il y a Survivor 0 et 1. Donc le garbage collector va déverser en fait les objets qu'il veut conserver dans celui-là. Et ensuite il y a la old generation, donc là c'est les objets qui survivent à, par défaut c'est 15 garbage collection. Ensuite au niveau de la JVM et sa relation on va dire avec les CPU, il y a plusieurs choses à savoir. Par exemple, la JVM utilise le nombre de CPU pour initialiser un certain nombre de pools de threads. Et donc, notamment le JIT, le garbage collector, et aussi le forejoin pool. Donc, le forejoin pool, c'est un ensemble de pools qui est utilisé quand on fait des lambda. Donc, c'est certainement des trucs que vous utilisez si vous faites du Java 8. Et c'est aussi ce qui se cache derrière, tout simplement l'appel de get runtime available processor, et ça on le retrouve dans certaines librairies. Je crois qu'on le retrouve dans Vertex, dans Tomcat. Et donc cette information peut être utilisée pour générer des pools de threads. Quelques rappels très rapides sur les conteneurs. Donc au niveau des conteneurs, on a deux principes essentiels sur lesquels ils sont basés, donc les kernel namespace et les cgroups. Donc les kernel namespace permettent de séparer les ressources entre elles. Donc un PID qui est dans un conteneur, donc un process qui est dans un conteneur, ne voit pas les process de la machine hôte et les process de l'autre conteneur. Et après, pour la partie tout ce qui est réseau, IPC et UTS, c'est la même chose. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de notion de namespace au niveau du CPU et de la mémoire, parce que ça c'est plutôt le job de ce qu'on appelle les cgroups. Alors je vais passer très rapidement, mais en gros les cgroups ça date de 2007. Donc en 2006 pardon, ça s'appelait les process containers. Et en fait c'est ce qui va, en gros ça va faire un peu le rôle de la police. On va allouer un certain nombre de mémoire à un processus, et si ce processus-là ne respecte pas en fait cette taille de mémoire, le process est tué. Je vais passer directement à la démo parce que j'ai quelques démos à faire. Hop.
Ça va pas être facile en même temps, mais je vais essayer. Hop. C'est cool. Alors, je vais vous lancer la première démo. Donc la première démo, elle est très simple. C'est juste qu'on va lancer une JVM en local. Donc là, on voit qu'elle va allouer en tout cas, elle va voir une taille de heap maximum à 3,4. Donc on enchaîne avec la deuxième petite démo. On fait la même chose, mais on lance dans un conteneur. Ça ne change rien. Donc on a toujours 3,4 gigas pour la heap. Ensuite, on lance la troisième démo et là, on se dit on va essayer de limiter la mémoire pour cette JVM. Donc on va lui mettre 128 mégas. Et en fait, elle n'en tient pas du tout compte. Donc il y a 3,4 gigas qui sont alloués. Donc ça s'explique parce que de base, en fait, la version 8 et la version 9 de Java ne prennent pas en compte les 6 groupes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont directement dans sysconfig pour récupérer la mémoire et les CPU. Donc c'est ce qui explique que ces 128 mégas sont complètement bypassés. Le problème, c'est que c'est vraiment appliquer la limite. Donc si la JVM consomme 128 mégas ou plus, elle va se faire tuer. Donc en gros, elle va droit dans le mur parce qu'elle croit qu'elle a 3 gigas à dispo, alors qu'il y en a uniquement 128. Bon, ça, je peux passer très rapidement, mais en gros, c'est l'allocation de la heap en direct avec les fameux XMX et XMS que vous connaissez. Hop, on va nettoyer. Zoom. Hop. Est-ce que c'est mieux ici? Ouais, merci. La démo 5, donc là on commence à sortir des options un peu sorties de nulle part. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, mais en gros c'est ce qui permet à la JVM 8 et à la JVM 9 de comprendre à peu près les 6 groupes. Donc c'est-à-dire au lieu d'utiliser la mémoire du serveur, on va utiliser la mémoire du 6 groupes. Donc en gros on utilise une option expérimentale, pardon, et ensuite on lui dit utilise la mémoire du 6 groupes pour ta heap. Donc là, on voit qu'elle utilise 57 mégas sur les 128. Et donc si je force à 1 giga, alors là, on voit qu'elle utilise 228. Alors pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, l'algo qui est derrière, en fait, c'est un peu le même algo qui a été utilisé sur les serveurs à la base. Et donc la JVM est plutôt sympa et elle va prendre seulement un quart de la mémoire. Donc on peut forcer ça parce que dans un conteneur en fait il n'y a que le process Java, donc on se dit vas-y il y a de la place, donc on rajoute une autre option, le max RAM fraction, en fait qui est un simple diviseur. Donc de base la valeur c'est 4 et donc là on peut la forcer à 2 ou même à 1 si on veut. Donc là j'ai lancé quelques applications, enfin quelques JVM où j'ai débugué, mais la vraie vie c'est on lance du Spring Boot dans du conteneur apparemment. Donc je lance un Spring Boot dans un conteneur sans réfléchir. Et là, ce que je fais, c'est que je surveille ce qui se passe au niveau 6 groupes. Donc au niveau de la consommation mémoire, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais le laisser travailler un peu, mais en gros, il va utiliser 400 mégas pour démarrer. Et c'est une application Spring Boot qui fait rien, en fait. Donc là, pour le deuxième, je vais lui dire, non, c'est bon, application, là, tu prends 256 mégas et pas plus. Et je le lance. Et là, je me dis, ça y est, j'ai fait le job. Et là, on voit deux valeurs qui diffèrent. On voit la première qui est autour de 256 et l'autre qui est partie à 420. Et bien, en fait, cette JVM, elle swap. Quand elle est dans un 6 groupe, donc elle va utiliser 256 mégas de RAM. Et après, le 6 groupe va mettre tout le reste de la mémoire en swap. Mais ça, la JVM, elle ne le sait pas du tout. Et du coup, cette JVM commence à ramer. Donc là, on voit que la deuxième valeur, en fait, c'est la somme de la swap et de la mémoire. Donc là, ça se complexifie encore un peu plus, parce que je vais limiter la swap de ce conteneur. Alors pour limiter la swap de ce conteneur, au niveau des 6 groupes et du coup au niveau de l'implémentation dans Docker, il y a une petite particularité, c'est que pour désactiver la swap, il faut mettre la même valeur que ce qu'on a dans la mémoire. Parce qu'en fait, ce n'est pas memory swap, c'est memory and swap. Donc si on met 0, en fait, il ne se passe rien. Et si on met 0, c'est encore pire, c'est qu'il va prendre la valeur par défaut, et la valeur par défaut, dans ce cas-là, c'est 512, donc il va autoriser le swap. Donc là, on le lance, et on se dit, ça devrait le faire, et pas de bol. Apparemment, ça plante. Et si je regarde dans Journal D, alors je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, le process, il s'est fait tuer directement par OM Killer, qui est en fait le process dans les 6 groupes, qui permet de surveiller le bon fonctionnement des 6 groupes. Et s'il y a un process en tout cas qui ne respecte pas les règles, il est tué.
Donc la bonne façon de faire, c'est de réutiliser tous les unlock expérimental, etc. que je vous ai montré avec un RAM fraction. Et là, du coup, la JVM, elle est au courant qu'il y a 256 mégas de RAM. Et là, on voit tout de suite que le garbage collector fait son job. Et on retombe sur des valeurs un peu plus correctes, on va dire. Donc pour une application qui fait rien, donc 190 mégas. Je vais continuer un petit peu sur la partie CPU. Donc là, en fait, j'ai démarré cette même application Spring Boot, et là, je monitore en fait le nombre de threads qui sont créés, donc il y en a 40. Donc là, j'ai mis aucune limitation. Dans la deuxième démo, je le limite avec une option qui s'appelle juste CPU, et on lui dit combien de CPU, l'équivalent de combien de CPU il peut utiliser. Donc là, on a l'impression que ça fonctionne, parce qu'il y a 20 threads qui sont utilisés. Et du coup, là, je suis obligé d'attendre un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que la JVM, cette option, elle ne va pas du tout l'avoir. Donc, elle croit qu'elle a 8 CPU, donc elle est en train de créer plein de threads, et en train de démarrer, là, par exemple, elle est en train de démarrer Spring Boot sur un processeur. Donc, au lieu de mettre 26 secondes à démarrer, ça met un peu plus longtemps, on va dire. Donc, ça va mettre genre 1 minute, mais en fait, au final, on aura toujours 40 threads, parce que la JVM ne sait pas, en fait, se reconfigurer en prenant compte le fait qu'elle a un seul CPU. Donc là, par exemple, ça a mis énormément de temps à démarrer. Donc l'application est démarrée, mais on a toujours 37 threads. Enfin, une façon de faire, c'est là, par exemple, on va forcer le cgroup sur un seul CPU. Et là, c'est le CPU 0 de ma machine. Et là, c'est une option que la JVM comprend dans la version 8 parce que ça a été développé spécifiquement. Donc c'est un patch qui a été développé dans Java 9 et qui a été backporté dans Java 8. Et du coup, en fait, là, il va rester aux alentours de 26 threads. Donc en fait, il a modifié son nombre de parallèles JC. Au niveau du JIT, pareil. Et au niveau du forkpool, il a créé un petit peu moins de threads. Et donc là, enfin, on a quelque chose qui est correct. Et donc tout ça sur une application qui fait rien. Donc je vous laisse imaginer le drame sur une application qui tourne en prod avec des millions de requêtes. Hop. Merci. Du coup, pour terminer, hop. Donc c'est quoi les solutions? Donc rapidement, les solutions, c'est utiliser au moins le JDK 8 en version supérieure à la release 131, parce que c'est là qu'il y a les expérimentations, les options qui ont été rajoutées. Donc c'est un support partiel, on va dire, au niveau des CPU. Et il y a aussi des images Docker qui sont développées par Fabricate. Donc en fait, il y a un fichier SH en fait, qui va récupérer les infos du cgroup et reconfigurer totalement en fait, votre JVM à votre place. Donc ça vous épargne pas mal de travail. Les autres solutions, c'est de faire une config à la main comme j'ai fait. Donc là, il faut vraiment bien connaître votre JVM et savoir ce que ça fait pour bien sizer le pool de thread, bien sizer la mémoire, etc. Utilisez pas de conteneur si vous n'en avez pas besoin. Ou abandonner la JVM, ça c'est pour faire plaisir à certaines personnes dans la salle. Bon, j'ai pas fait, la démo elle dure plus longtemps normalement, mais en fait, après je fais les mêmes choses avec un JDK 10. Et enfin, donc le JDK 10 se comporte bien. Donc ça c'est une citation que j'ai trouvée sur un article qui est assez sympa et qui dit qu'en fait le JDK 10 est devenu un bon citoyen dans le monde des conteneurs parce qu'en fait tout simplement il respecte quasiment la totalité des specs de cgroup et du coup il y a un peu moins de problèmes. La JVM sait se configurer correctement avec des cgroup lorsqu'elle est lancée en mode en version 10. Merci. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps pour les questions. Alors, 1 minute, donc il y a une question. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me retrouver au stand Zenica, sinon. Qui a une question? Pas de question. Bon, très bien, merci.